Nous allons... Bonjour et bienvenue à tous à ce grand débat des candidats recteurs à l'UCL. Alors, l'élection du recteur, c'est évidemment un moment important de la vie de notre institution qui va la marquer pour les années à venir. Et alors, les étudiants s'intéressent évidemment à cette élection et c'est normal. Et c'est dans ce cadre que ce débat tient lieu aujourd'hui. Alors, ce débat se veut aussi dans un esprit un petit peu étudiant et donc il sera certainement pertinent mais aussi un peu impertinent et surtout il se veut convivial, c'est-à-dire que voilà, nous ne sommes pas là pour nous prendre le nez, le chignon, mais bien pour pouvoir un peu mieux vous connaître parce que pour beaucoup d'étudiants vous êtes certainement assez, non peut-être pas des inconnus mais en tout cas ils ne connaissent pas votre programme et vos convictions qui seront à partager ce soir. Alors je vais directement entrer dans le vif du sujet et vous présenter brièvement, pour ceux qui effectivement ne vous connaissent pas du tout. Donc nous accueillons ce soir Vincent Blondel, ingénieur civil de formation. Vincent Blondel est actuellement doyen de l'école polytechnique de Louvain. On accueille Vincent Iserbyt, docteur en psychologie sociale. Il fait partie du conseil rectoral et il est prorecteur à la recherche. Alors nous allons entrer dans le débat sans plus tarder, mais avant ça, pour que l'équité soit respectée, je vais demander peut-être à Antoine de tirer au sort le premier candidat qui passera pour la présentation. Voilà, c'est Vincent Iserbyt, donc on va demander déjà qu'il soit équipé d'un micro-cravate et je vais inviter les autres candidats à retenir leur ordre de passage et puis à aller se mettre derrière, je ne sais pas moi, pour un peu discuter entre vous et laisser le premier candidat passer. Donc le deuxième, ce sera Vincent Blondel, très bien. Très bien. Donc je vous rappelle, première question, vous aurez 5 minutes pour la développer et nous serons très stricts avec vous comme avec vos collègues sur le timing. Et puis nous aurons le petit questionnaire en face à face, au tac au tac. Voilà, alors la question secrète que les autres n'entendront pas, j'espère, c'est celle-ci. Et en fait, pour un candidat recteur qui vient se présenter devant les étudiants, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Quels sont les aspects, les éléments concrets qui, dans votre programme, dans ce que vous voulez mettre en place, concernent et touchent directement les étudiants? Voilà, donc je pense que c'est une question sans surprise. Qu'est-ce qui nous concerne? Vous avez 5 minutes. Je vous remercie. Écoutez, tout d'abord, bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être ici pour vous parler un peu de cette première question en premier lieu. Ce qui va me motiver dans la campagne et ce qui va, je pense, être très important et qui va toucher tous les étudiants, c'est tout un ensemble de points, bien entendu. Dans la campagne, le programme que je propose touche à la fois à des aspects de vie sociale, de développement durable, mais je n'ai que 5 minutes et donc je vais certainement vouloir vous parler de choses qui sont très directement liées à la fois à l'accès à l'université et à ce qui se passe à l'université dans les programmes de formation. Je crois que c'est très important. La première chose, c'est l'accès. Alors j'ai une conviction extrêmement profonde, c'est que l'université a un rôle primordial en matière d'accueil. La chose qui compte, c'est de pouvoir effectivement constituer une espèce d'ascenseur social pour un maximum de personnes. Et il est clair que dans ce rôle-là, nous devons avoir une volonté très nette d'accueillir un maximum d'étudiants. Accueillir un maximum d'étudiants, ça veut dire aller aussi chercher des étudiants, aller proposer à des étudiants qui n'ont pas forcément, pour des tas de raisons financières, culturelles, l'habitude d'être confrontés au monde universitaire. Donc il faut vraiment faire cet effort. Je ne sais pas si vous savez, mais dans certaines universités américaines, il y a des objectifs qui sont fixés précisément pour toucher particulièrement des enfants de familles où on n'a pas antérieurement de diplôme universitaire. Je pense qu'il y a des choses à faire de ce côté-là dans notre propre pays. Alors, les accueillir dans un nombre suffisant est important, mais les orienter convenablement. Ça veut dire que les étudiants qui doivent arriver à l'université doivent aussi pouvoir s'orienter vers des disciplines qui sont celles pour lesquelles ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Et pour ça, il faut donner l'occasion de s'orienter convenablement, informer, mais peut-être aussi préparer ce passage à l'université en ayant un contact avec l'enseignement secondaire. Je pense que nous devons faire beaucoup plus à l'UCL pour avoir un contact avec l'enseignement secondaire et essayer de familiariser. Bien entendu, peu d'entre vous, peu d'entre nous savent à 17 ans, en tout cas moi je ne le savais pas, ce que je voulais faire exactement. Mais il est clair qu'on peut aussi avoir un certain nombre d'informations qui peuvent aider au choix que l'on va effectuer quand on arrive à l'université.
Alors quand on arrive à l'université, il y a aussi toute une question de coût. Donc l'accueil engendre aussi un ensemble de problématiques liées au coût des études. Et là, je pense que nous devons faire énormément. J'ai eu l'occasion, pendant le prorectorat, d'aborder certains aspects qui couvraient la dimension recherche. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'aujourd'hui, alors que ça n'était pas le cas précédemment, nous avons organisé les choses de manière à pouvoir offrir aux étudiants essentiellement, pratiquement gratuitement, un accès à l'ensemble des logiciels statistiques. Quelles que soient leurs orientations d'études, ils peuvent avoir un accès gratuit. Ce sont des éléments très importants pour faciliter les aspects de coûts liés à des études universitaires. Alors, on a la question de l'accueil. Je ne vais pas m'attarder davantage, des éléments concrets sont également encore disponibles dans le programme. Mais il y a également tout ce qui se passe pendant la formation. Et là, deux aspects essentiels, à la fois la qualité et la pertinence. Qu'est-ce que ça veut dire la qualité? Ça veut dire de se retrouver dans des conditions où effectivement ce qu'on vous propose est d'une qualité reconnue. On doit pouvoir s'attendre à ce que les gens qui viennent à l'université, qu'ils soient des étudiants jeunes après un parcours dans le secondaire ou des gens en reprise d'études, soient des personnes qui puissent le faire en étant confrontés à la meilleure qualité possible. Ça veut dire aussi qu'on doit le faire dans des conditions convenables. Et ça, dans le programme, je donne toute une série de pistes qui permettent de penser qu'on a effectivement à faire beaucoup mieux qu'on ne le fait dans l'organisation des études. Dans la manière dont concrètement on va enseigner, par le biais des tutorats, par le biais des classes inversées, on peut améliorer la qualité des conditions d'études. On peut aussi améliorer la qualité de l'évaluation de ce qu'on propose aux étudiants. Par exemple, en essayant de ne pas avoir dans les premières années très nombreuses dans certains auditoires que des QCM. Et donc il faut essayer de varier un certain nombre de prises d'informations auprès des étudiants. Dernier point, la pertinence de l'information. La pertinence de la formation passe par une interdisciplinarité qui doit être une occasion, et c'est peut-être ce que le décret Marcourt nous permet de faire, de changer notre conception des mineurs. Je propose très concrètement dans le programme de ne pas faire des mineurs disciplinaires qu'on vient simplement ajouter à une autre discipline, mais de faire des mineurs qui sont construites autour de problématiques sociétales d'importance. Et je propose pour cela de s'inspirer des Louvain-Fort qui s'attaquent à des problèmes sociétaux d'importance, de coller à cela des éléments de formation sur base de la recherche interdisciplinaire. Et on m'annonce la fin de mon intervention. Voilà, parfait. Merci beaucoup de respecter le timing, Monsieur Isorbit. Je vous propose de rester là et d'écouter ce qui va se dire dans votre dos. C'est 10 questions tac au tac. Ne sentez pas de piège, il n'y en a pas. Répondez spontanément, laissez parler votre cœur. Alors, Casa ou Beckett? Pardon? Alors, Casa, donc ce fameux lieu de fête dans le haut de la ville, ou Beckett, Casa. Parfait. Alors, plus compliqué, ancrage régional ou déploiement international? C'est une question très importante. Tac au tac. Développement international. Cinéma ou musée? Cinéma. Vacances en Égypte ou dans le Périgord? Périgord. Évaluation permanente ou session d'examen? Session d'examen. Mozart ou Stromae? Stromae. Top-down ou bottom-up? Bottom-up. Examen d'entrée ou pas? Pas. Totémisé ou pas? Oui. On peut savoir? Non, c'était un mouvement de jeunesse où le totem n'était pas comme dans les scouts. C'était pas exactement les scouts, c'était un mouvement de jeunesse qui s'appelait l'Estu. C'était similaire, mais il n'y avait pas de nom, mais il y avait une épreuve de type totem. Bière ou vin? Pardon, excusez-moi. Pardon, bière ou vin? Les deux. Les deux, parfait. Je vous remercie beaucoup, je pense qu'on peut l'applaudir pour s'être prêté à l'exercice. Et voilà. Et on peut inviter le second candidat à nous rejoindre et qui va se prêter exactement au même exercice. Voilà. Bienvenue, Monsieur Blondel. Donc, vous tracassez pas, Monsieur Isorbit a survécu, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc je rappelle, première question, vous avez 5 minutes. Nous serons aussi sévères qu'avec Monsieur Isorbit sur le timing. Cette question est normalement sans surprise. Quels sont selon vous les aspects, les éléments concrets qui, dans votre programme, dans ce que vous voulez mettre en œuvre ces prochaines années à l'UCL, touchent directement les étudiants?
Vous avez 5 minutes. Très bien, ben, merci beaucoup. Alors évidemment, c'est difficile de choisir juste un point dans un programme. Et c'est pour moi d'abord l'occasion de vous inviter à consulter l'entièreté de mon programme qui est disponible sur mon site web, mais aussi sur mon site Facebook, sur lequel je dépose de temps en temps des vidéos. Et je l'ai fait avec des témoignages il y a de ça une demi-heure. Donc il y a une nouvelle vidéo sur le site Facebook. Alors, le point essentiel de mon programme, j'en ai choisi un qui, en quelque sorte, en fédère beaucoup d'autres. C'est-à-dire que la réussite de ce point dont je souhaite parler avec vous va dépendre beaucoup d'autres initiatives. Et ce point principal, c'est un point qui a trait aux moyens dont dispose l'université. Il s'agit du refinancement des universités. Vous savez que nous sommes dans un processus. Il va nous falloir négocier avec le monde politique, mais également avec les autres universités, du mode de financement au-delà de 2016. Et donc, je souhaite, d'une part, m'impliquer pleinement dans cette négociation du refinancement de l'université, mais également de la sortie de cette enveloppe fermée qui génère une concurrence assez virulente entre les différentes universités. Alors, cet refinancement, il est pleinement légitime. Il est pleinement légitime parce que quand on regarde l'évolution du financement des universités sur ces dernières années, donc on voit qu'il y a eu une dégradation rapportée au nombre d'étudiants, une dégradation très importante du volume du financement. Et si on regarde également autour de nous, nos partenaires européens, eh bien, proportionnellement, nous sommes moins bien financés que ne le sont les autres partenaires européens. Donc ce refinancement est pleinement justifié et de plus, il remporte en partie l'adhésion. Alors évidemment, le monde politique est aussi en mode électoral, mais j'ai entendu sur un plateau de télévision le ministre Marcourt dire « les universités sont à la corde, il faut un refinancement ». Donc même le monde politique est en faveur d'un refinancement. Et là-dedans, le recteur a un rôle essentiel à jouer. Alors pourquoi le refinancement? Pour augmenter les moyens de l'université. Pourquoi faire? Pour augmenter, entre autres, tout ce qui est fait en termes d'enseignement. En termes d'enseignement, l'université fait déjà beaucoup de choses, mais il est possible d'améliorer à beaucoup d'endroits. En particulier, à l'interface entre les études secondaires et les études universitaires, je souhaite que là, on ait une interface de manière à ce que les étudiants puissent mieux s'orienter, mieux s'informer. C'est des choses qui peuvent être faites, entre autres, par des dispositifs où des étudiants retournent dans l'école desquelles ils sont issus et témoignent devant des élèves qui sont susceptibles de faire des choix et de commencer des études universitaires. Mais également toute une multitude de dispositifs que nous mettons déjà en place et qu'on peut améliorer, qui permet de combattre ce taux d'échec gigantesque qui est une véritable catastrophe un peu pour l'université, qui est un véritable échec pour l'université. Vous savez qu'en premier bac, les étudiants, les primo-inscrits ont un taux d'échec supérieur à 60%. C'est un échec à la fois pour les étudiants, mais aussi pour le corps professoral, et je l'ai vécu moi-même puisque j'ai enseigné par moment en premier bac pendant de nombreuses années. Faire échouer un taux aussi important, c'est un échec pour les enseignants, mais pour l'université tout entière. Il faut réduire ce taux d'échec par une série de dispositifs, et certains d'entre eux sont déjà en mise en œuvre pour le moment, comme les cours d'été, le dispositif passeport pour les bacs, le système PAC en bloc, et ainsi de suite, toute une série de dispositifs qui améliorent le parcours des étudiants des primo-arrivants. Mais pas seulement ça, également des systèmes de tutorat, où d'anciens étudiants, des étudiants qui sont dans les années supérieures peuvent enseigner aux étudiants des années inférieures, des dispositifs qui sont déjà d'application dans certaines facultés et qui pourraient être généralisés. Également mettre en place et revitaliser un dispositif que j'appréciais beaucoup, qui sont les cours Métamétis, défendre la position et le système des mineurs, qui est une spécificité de l'UCL. Le système des mineurs est une spécificité de l'UCL et elle a besoin de mineurs que pour être soutenue, mais également l'animation, entre autres dans le cadre des quotas projets. J'ai moi-même été responsable d'un quota projet quand j'étais étudiant, et donc de défendre et de développer le système des quotas projets, qui est un élément majeur de l'animation sur le site. Voilà toute une série d'exemples, mais il y en a de nombreux autres, et je vous invite donc à aller consulter le site Facebook ou bien des programmes que vous pouvez trouver à la sortie de cet auditoire. Et donc tous ces dispositifs nécessitent des moyens financiers. 2/3 du budget de l'UCL proviennent de la Communauté française de Belgique, et il nous faut donc défendre le refinancement de l'université et également la sortie de l'enveloppe fermée. Voilà un des points essentiels de mon programme. Je vous remercie. Parfait.
Et nous vous remercions d'avoir respecté minutieusement le timing. Alors je vous propose maintenant de peut-être regarder le public et de m'écouter moi derrière vous pour ces 10 questions tac au tac. Et de quoi Et de me regarder moi derrière vous, de m'écouter moi derrière vous, en regardant le public. Et donc c'est du tac au tac. Hein. Je ne vais pas regarder l'écran, c'est ça, si j'ai compris. D'accord, très bien. Alors, Casa ou Beckett? Casa. Ancrage régional ou déploiement international? Déploiement international. Cinéma ou musée? Musée. Vacances en Égypte ou dans le Périgord? Oh, le Périgord. Évaluation permanente ou session d'examen? C'est quoi, cette évaluation permanente? Évaluation permanente. Mozart ou Stromae? Mozart. Top-down ou bottom-up? Oh, top-down. Pardon. Bottom-up. Bottom-up. Examen d'entrée ou pas? Pas. Bière ou vin? Bière ou Vin. vin? Totémisé ou pas? Ah oui, absolument. Oui, absolument. Peut-on savoir? Disons que, excusez-moi, c'est le roi des Bleus, c'est ça, le faire, ou bien d'avoir fait baptiser. Chez les scouts, en fait. Ah, pardon, plutôt. chez les scouts. J'ai été totémisé. Et on peut savoir le petit nom? Alors, c'est un cheval. Ok, nous n'en saurons pas plus. Merci beaucoup, monsieur Blondel. Avec plaisir. On peut l'applaudir. Voilà. Voilà. On va pouvoir passer à la deuxième partie de ce débat. Alors, un petit reproche qui est souvent fait à l'UCL ou à l'AGL, c'est d'être un peu trop consensuel. Il n'y a pas assez de... ça ne frotte pas assez. On est l'UCL, on aime bien des belles présentations, entendre les gens, mais pas forcément les voir se taper dessus. Ici, on a essayé quand même d'introduire un petit intermédiaire. Et ce petit intermédiaire, ce sera ce carton. Et donc ce carton, il va servir à chaque candidat. Donc il y aura 5 questions. Et il aura droit à lever une fois ce carton pour dire, à la fin de l'intervention de mon collègue, moi j'ai quelque chose à rajouter. Et il pourra donc c'est une seule fois, ce sera une seule fois, il faudra choisir laquelle de vos 5 questions, lequel de vos collègues vous décidez de compléter, d'attaquer, de marquer, d'intervenir. Vous utilisez ce joker comme vous voulez. Il a une valeur de 30 secondes, donc c'est pas beaucoup, mais c'est pour dire, on a envie... Vous allez voir, les questions vont vous permettre d'exposer votre programme sur certains points, vos idées, vos convictions, votre manière de fonctionner. Mais on a envie que vous disiez aussi, c'est très bien Benoît, mais est-ce que c'est vraiment une priorité pour toi? Voilà, ça c'est le type d'interpellation qu'on attendra. Donc vous pouvez simplement le lever discrètement et on sait qu'à la fin de l'intervention, vous pourrez compléter. Donc une seule fois, il faudra bien choisir votre question. Et comment nous allons procéder? Donc, vous allez répondre chacun à votre tour, et vu qu'il y a 5 questions, vous commencerez 5 fois, vous serez 5 fois deuxième, 5 fois troisième, et vous conclurez 5 fois également. Alors, la première question, et je vais garder l'ordre du tirage au sort, donc je vais demander à monsieur Isorbit de commencer, puis ce sera au tour de Vincent Blondel et ainsi de suite. La première question, c'est celle-ci. L'occupation de l'espace en bibliothèque pose un réel problème pour les étudiants. Ceux qui viennent étudier prennent parfois la place de ceux qui viennent faire leurs recherches. Par exemple, les bibliothèques FIAL et Droit voient des étudiants de toute l'université arriver dans leur bibliothèque parce que les autres n'offrent soit pas assez de place, soit des horaires trop restreints. Que feriez-vous, en tant que recteur, pour tenter de remédier à ce problème qui ne cesse de prendre de l'ampleur? Donc ici, vous avez 1 minute 30 et je serai très strict. D'accord. Mais je pense que c'est vraiment une question très importante et en réalité, c'est quelque chose qui est en cours de réflexion et même en cours de travail parce qu'au niveau des bibliothèques, il y a, figurez-vous, un intérêt majeur des bibliothèques et des bibliothécaires en particulier de pouvoir offrir un service qui soit de qualité aux étudiants. Et donc, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est évidemment dans des configurations de bibliothèques qui sont peut-être d'un autre âge que les bibliothèques qu'on voudrait voir s'installer de plus en plus sur un site universitaire. Alors, ce que je sais, c'est qu'il y a effectivement tout un ensemble de projets qui sont en cours et qui sont à l'étude aujourd'hui déjà par les bibliothécaires. Des bibliothécaires ont été faire du benchmarking, comme on dit, c'est-à-dire ils ont été voir à l'étranger quelles sont des bibliothèques modernes, nouvelles, où on peut trouver effectivement des espaces qui permettent d'offrir du temps et des ressources de travail à des ensembles d'étudiants beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Et en réalité, ce qui pose problème, c'est notamment aussi l'importance de la documentation au sens traditionnel. Les ouvrages, les différentes revues et périodiques qui sont dans les bibliothèques, qui sont peut-être moins nécessaires dans le travail qui est aujourd'hui celui que les étudiants réalisent dans les bibliothèques.
Et donc je peux vous assurer qu'il y a des projets extrêmement importants et tout à fait audacieux, notamment la Bibliothèque des sciences qui est en phase de rénovation. Et tout ça se fait malheureusement, bien entendu, avec un timing qui n'est pas le timing peut-être d'une étude. Merci beaucoup, Monsieur Blondel. Même question. Oui, alors, je partage l'avis, je crois que c'est une question importante et c'est des services qu'il faut offrir, que l'université doit offrir à l'ensemble des étudiants. Et actuellement, nous sommes un peu déficients. Donc, je connais fort bien le monde anglo-saxon qui souvent a des systèmes qui permettent d'accéder aux bibliothèques et aux espaces d'études, non pas même de 8 à 4 ou de 6, mais 24 heures sur 24. Alors, c'est une question de moyens, bien sûr, parce qu'on ne peut pas ouvrir des bibliothèques et des espaces d'études sans s'assurer qu'il y ait une forme de surveillance à la fois à l'accès et l'accès aux ouvrages. Et je trouve que nous devons aller dans une direction. Les universités du monde anglo-saxon, elles ont beaucoup de travers, hein, et donc je pourrais être très disert, et s'il y a une question qui a trait à ça, je pourrais dire une série de choses que nous ne devons absolument pas importer du monde anglo-saxon, mais en tout cas cet élément-là, c'est un élément bénéfique que nous devrions apporter. Et non seulement pour les étudiants, bien sûr, qui sont sur le site, mais c'est aussi une demande récurrente de la part d'étudiants qui ne cotent pas sur le site, qui ne cotent pas non seulement sur le site de Louvain-la-Neuve, mais sur l'ensemble des sites. Il faut des espaces d'études pendant les périodes pendant lesquelles ils n'ont pas cours. Il faut des zones dans lesquelles ils puissent travailler au calme. Voilà ma réponse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite les auditeurs, les spectateurs à avoir les oreilles très aiguisées à ces réponses. On entend un certain unanimisme, mais je vous invite vraiment à sentir les petites différences, peut-être les différences de priorité, de conviction, d'analyse, parce que des différences, il y en a eu, croyez-moi. On va passer à la deuxième question, et c'est M. Blondel qui commencera cette fois. Cette deuxième question, si on était très terre-à-terre pour les bibliothèques, je vous invite à nous élever un petit peu. De nombreux scientifiques, dont plusieurs de notre DHC, montrent qu'une croissance zéro, voire une décroissance de notre économie sera indispensable pour répondre à des contraintes économiques, sociales et environnementales. Pouvez-vous vous engager à orienter la recherche et l'enseignement dans cette direction, ou ne vous sentez-vous pas responsable de cet enjeu? Monsieur Blondel. Moi, je crois que l'université est responsable de tous les enjeux sociétaux. Donc, elle doit s'impliquer, on doit être dans une université responsable qui s'empare des enjeux sociétaux, et ceci en est un. Mais qu'elle ne s'en empare pas en lui donnant une orientation bien spécifique, dogmatique dans un sens ou dans un autre, mais pour l'ensemble des enjeux sociétaux, elle a la responsabilité, nous devons être ce lieu neutre, objectif, d'une parole libre. Et libre, dégagé de préoccupations à la fois ou de contraintes à la fois financières, dégagé de contraintes politiques, dégagé de contraintes idéologiques. Donc, pour reprendre des exemples, je crois que quand on analyse, et celui-ci en est un, donc une analyse comme celle-ci, c'est à l'université qu'elle doit aussi avoir lieu, et pas uniquement dans les partis politiques. Une analyse comme l'effet d'un médicament, ce n'est pas aux firmes pharmaceutiques à le faire, c'est également à l'université. Et quand il s'agit de calculer les transferts entre le nord et le sud de la Belgique, par exemple, les transferts financiers, c'est à nouveau à l'université à le faire et non pas aux partis politiques. Quand il s'agit de calculer le trou dans l'ozone, ce n'est pas les sociétés énergétiques qui doivent le faire, c'est aussi à l'université. Donc l'université doit être ce lieu libre qui porte la voix dans la société et qui s'empare de problématiques sociétales telles que celle qui est énoncée là. Merci beaucoup. Et enfin, M. Iserbyt. Oui, alors je vais probablement prendre un petit contre-pied par rapport au bel enthousiasme de mes collègues. Je pense à titre personnel que la question touche un point très sensible dans l'université, mais plus généralement dans le monde des économistes. Et donc en réalité, quand vous regardez un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe par exemple actuellement en France, où 450 maîtres de conférences en économie écrivent en disant qu'ils n'ont pas accès à des postes de professeurs des universités en France parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des gatekeepers, des gens qui bloquent l'accès à la carrière professorale, il faut bien se dire qu'il y a une difficulté dans une discipline et au niveau de la réflexion générale dans la discipline qu'est l'économie, il y a effectivement des tensions. Il y a des tensions qui existent et qui justifient probablement, qui sont la raison pour laquelle des étudiants réclament à corps et à cri un bouleversement dans la façon dont on aborde cette discipline. Donc moi je pense qu'effectivement on a un devoir d'encourager une plus grande diversité dans les réflexions au niveau académique, au niveau de la recherche. On a un devoir de donner une chance supplémentaire à des voix qui sont peut-être un tout petit peu minoritaires par rapport à ce thème qui paraît effectivement tout à fait d'actualité, qui paraît soutenu,
mais qui n'est en réalité, quand vous connaissez les chercheurs, quand vous travaillez au jour le jour avec les chercheurs, et il se fait que je l'ai fait pendant 4 ans et demi, je peux vous assurer que ces chercheurs sont un tout petit peu désespérés par rapport aux moyens qui sont effectivement disponibles pour travailler sur des thématiques comme la croissance zéro. Merci. On va pouvoir passer à la question 3, et donc il reste encore 4 jokers à dégainer ou pas. Voilà. La question est la suivante. Oui, oui. Ai-je besoin de la lire? Effectivement. 5 candidats masculins. Où sont les femmes? Tout simplement. Où sont les femmes? À la GL, elle est devant vous. Mais au conseil rectoral, on ne la voit toujours pas. Ou on les voit trop peu. Et donc, M. Iserbyt. Oui. Alors, il se fait que, je ne sais pas si vous savez, mais je suis psychologue social et ma spécialité de recherche, ce sont les relations intergroupes, la discrimination, les stéréotypes et les préjugés. Alors, je suis assez interpellé par cette question. Je pense que c'est une question véritablement importante. Il se fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont à faire et certainement que je m'engagerai, si je suis élu, à avoir des collègues féminines dans l'équipe rectorale. Je crois que c'est crucial pour la richesse des débats et des points de vue. Mais il faut savoir qu'il y a déjà une mineure de genre à l'université. C'est d'ailleurs qu'un de mes cours est partie prenante de cette mineure de genre. Il faut savoir qu'il y a déjà une personne qui s'occupe de faire un rapport. Elle vient d'être nommée il y a 6 mois par le biais d'un subside que nous avons décroché auprès du cabinet Nollet. Et cette personne est chargée de faire un rapport. Vous devez savoir qu'il y a aussi un ensemble de dispositions qui sont déjà prises. Je pense que c'est une problématique extrêmement importante. Et là où on touche vraiment au nœud du problème, c'est à la question de savoir est-ce qu'il faut des incitants structurels ou pas. Et dans ces matières, il se fait qu'effectivement, la version forte de ce qu'on appelle les quotas, parce que c'est une question très délicate et très riche, la question forte des quotas n'est généralement pas une très bonne méthode. Mais il faut avouer aussi que dans des temps de transition, un certain type de quotas, c'est-à-dire des quotas qui sont incitatifs, est important. Donc je pense qu'il faut traiter le problème avec une position volontariste en ayant à cœur de mettre à contribution les compétences de la deuxième partie du monde. Merci. Et pour conclure, Monsieur Blondel. Oui, tout à fait. C'est un problème réel. Nous sommes considérablement en retard. Et dans mon programme, vous trouverez une page entière qui énonce une série, alors je vais en prendre quelques-unes ici pour les illustrer, mais une série de propositions extrêmement concrètes. Actuellement, certains chiffres ont été cités. C'est 53 ou 54% de filles étudiantes. Il y a 25% de professeurs. Il y a 13% seulement de professeurs ordinaires et il y a 0% de membres du conseil académique, non pas du conseil académique, mais du conseil rectoral. Donc 0% des membres du conseil rectoral qui soient féminins. Nous sommes considérablement en retard, et ce, y compris par rapport aux autres universités. L'université de Gand vient de procéder à une élection. Les élections se font en ticket et le ticket doit être mixte. À l'université à la KU Leuven, le recteur vient d'annoncer un recrutement sur 2 sera masculin-féminin. L'ARES, qu'on vient de constituer par les dispositions décrétales par Marcourt, impose que dans la structure de l'ARES, il y ait au moins un tiers d'hommes ou de femmes. Il n'y a pas de telle disposition pour le moment à l'UCL. Nous sommes considérablement en retard. Et en particulier aussi en termes de discrimination indirecte. Donc il faut une meilleure prise en compte des interruptions de carrière pour raisons familiales. Il faut un aménagement des années sabbatiques qui soit flexible pour le corps professoral. Il faut des comités de recrutement et des comités de promotion qui soient plus largement mixtes, pas nécessairement sur cette base de quotas, mais avec les comités de recrutement et de promotion qui soient plus largement mixtes. Personnellement, je ne m'engagerai pas aujourd'hui ni demain dans une équipe rectorale qui ne soit pas mixte. Ça me semble le bon sens et ça fait longtemps que ça devrait être d'application. Merci beaucoup. Alors, après cette question genrée, je vous propose une question aussi courte que complexe. L'UCL censée est-elle envisageable pour vous? Merci. Oui, je rejoins dans les grandes lignes ce que mes collègues viennent de dire. Je pense que c'est envisageable, certainement. Je pense que c'est important de se poser la question du pourquoi. Et je pense en outre que c'est important de se poser la question du quand. Pourquoi je dis que c'est important de se poser la question du quand? C'est que je trouve que c'est très important d'avoir la capacité de tenir ce débat, de discuter de cela à l'intérieur de l'institution, de se poser les questions que Michel évoque. Mais je pense aussi qu'il faut le faire à un moment où nous ne sommes pas particulièrement en situation difficile. Et je vais vous donner une illustration, et ça n'est pas du tout une échappatoire par rapport à la question.
mais aujourd'hui, nous allons aborder la question du financement de l'enseignement supérieur. Et je crois qu'il faut être quand même très attentif à ce qui va se produire parce que nous allons prendre, je pense, ou on va prendre pour nous, et il s'agira qu'on convainque les personnes, on va prendre pour nous des décisions. Nous devrons vraiment argumenter pour défendre un certain nombre de principes et d'objectifs que nous avons. Mais on va prendre ces décisions dans un contexte où nous devons être absolument en position de force. Nous devons absolument être capables d'être unis dans le message que nous allons délivrer. Et ce passage, c'est 2016. Alors après, il y aura probablement une période un tout petit peu plus calme, et j'imagine qu'on peut entendre que ce type de questions, avec les pourquoi, peut être abordé plus sereinement. Merci. Monsieur Blondel. Alors, la question sensée, est-ce que c'est envisageable? Oui, évidemment, c'est envisageable. Je crois que ce qui importe, c'est avant tout l'esprit qui règne dans une université. J'espère que cet esprit règne partout, dans les rues, partout, dans les amphithéâtres, la manière avec laquelle vous interagissez. C'est l'esprit, c'est les valeurs qu'une université porte, ce n'est pas sa dénomination. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est la cohésion universitaire. Alors, on y a fait allusion, il y a de ça 4 ans, il y a eu un très large débat dans la communauté universitaire, avec des pétitions dans un sens, dans l'autre. L'université se déchirait sur ce sujet. Moi, recteur demain, ce que je souhaite, c'est une université qui soit en cohésion. De mettre un sujet comme celui-là sur la table demain, c'est la garantie de polariser l'université entre des gens qui ne s'entendent pas. Je ne crois pas que la priorité soit là aujourd'hui. La priorité, c'est de faire avancer l'université demain sur des sujets qui sont autres que celui-là. Les défis ne sont pas là aujourd'hui. Alors qu'une opportunité se présente dans le futur, et c'est là que je rejoins l'envisageable, comme elle s'est présentée il y a 4 ans. Et à l'époque, que se passait-il? Il n'était pas question pour l'UCL de changer de nom. Ce n'était pas ça la question. La question, c'était qu'il y a 4 universités qui se mettaient ensemble. Et il y en a 3 qui perdaient leur nom. Et la question, c'était quel était le nom qu'on allait donner à l'ensemble. Les facultés universités Notre-Dame de la Paix perdaient leur nom. La même chose pour les FUCAM, la même chose pour Saint-Louis. Quel était le nom qu'on allait donner à cet ensemble? Eh bien, donc, c'était assez naturel de poser la question. Peut-être se posera-t-elle de nouveau de manière naturelle dans le futur, mais ce n'est pas une priorité que de mettre cette question à l'ordre du jour et de faire en sorte que la communauté universitaire se déchire. Merci. On va pouvoir passer à la dernière question. Et la dernière question, elle est celle-ci. On entend de plus en plus parler de rationalisation de l'offre d'enseignement, notamment évoquée dans le décret paysage. Est-ce une nécessité, au risque de perdre des savoirs qui ne se créent et se transmettent qu'à l'université, ou un écueil, quelque chose auquel il faut s'opposer? Si je peux vous la résumer, on a parlé de la perte du C. Parfois, les étudiants ont peur de la perte du U. Et donc, comment réagir à ça? Écueil, nécessité, comment est-ce qu'on passe à travers cette épreuve de la rationalisation qui est la nôtre? Oui, je vais un peu dans le même sens que Michel. Je pense qu'il y a effectivement des exemples assez illustratifs de ce qu'on peut, somme toute, rationaliser. Le mot n'a pas bonne presse, mais organiser mieux les choses tout en n'ayant pas perdu des savoirs au passage. Je donne un exemple très simple. Dans la faculté, il y a quelques années, des cours de logopédie étaient très difficiles à donner parce que nous n'avions ni les professeurs ni les étudiants. Et peu de professeurs dans cette spécialité, pas suffisamment pour couvrir l'ensemble de la logopédie, et assez peu d'étudiants. Et à l'ULB, il y avait assez peu de professeurs en logopédie et assez peu d'étudiants. Et l'idée est venue de se rencontrer et de faire, au fond, une spécialisation en logopédie qui puisse tabler à la fois sur les compétences de l'ULB et sur les compétences de l'UCL. Et ces 2 compétences réunies ont fait qu'aujourd'hui, il y a 3 à 4 fois plus d'étudiants qui viennent suivre la logopédie dans notre communauté parce que cette spécialité est reconnue comme étant de qualité. Donc je pense qu'on peut rationaliser les choses. On doit aussi se rendre compte que quand on a toute une série de diplômes qui varient, somme toute, de façon assez minime, mais qui impliquent des moyens importants, au final, le grand perdant, c'est l'étudiant. La qualité de l'enseignement, la qualité de l'encadrement qui peut être fourni n'est pas à la hauteur des espérances. Et donc, on doit pouvoir tenir compte des moyens qui sont les nôtres. Il faut en amont se battre pour des moyens, mais il faut sans doute un petit peu réfléchir à la manière dont on organise tout ça au service de la qualité. Merci.
Blondel. Très bien, merci. Alors, si vous entendez rationalisation de l'offre d'enseignement, le fait de supprimer l'université et certaines filières, c'est non. Par contre, si c'est sur le plan plutôt d'une gestion saine, ben oui, évidemment. L'UCL, c'est une entité d'une complexité énorme, avec des sites, enfin on peut en témoigner, nous avons tous participé pendant toutes ces semaines à rencontrer des gens qui ont des profils différents, des métiers différents, des sites différents, on est établis sur plusieurs sites. C'est une complexité où les gens font des métiers tellement différents. Et pour prendre de bonnes décisions dans des environnements tels que ceux-là, il faut prendre des décisions instruites sur base de mesures claires, mesures objectives en termes de nombre d'étudiants dans chacune des filières, nombre de cours, dans quelle mesure les cours sont suivis ou non, et de manière à allouer au mieux les moyens. Et donc il faut une gestion saine qui soit basée sur des éléments calculés, chiffrés et mesurés. Donc, gestion saine, oui, mais suppression de certaines filières, non. Allez, laissez-vous tenter, monsieur Blondel. Sur ce même thème, puisqu'on est toujours sur le même thème, moi je ne voudrais surtout pas qu'on supprime l'araméen, puisque Bernard, je ne voudrais pas que tu te trouves sans job d'ici quelques semaines. Tu auras encore besoin d'utiliser. Parfait. Je m'excuse Vincent, mais tout à l'heure tu as dit que l'université avait déchiré, divisé il y a 4 ans avec la discussion sur le C. Elle n'était pas déchirée ni divisée, et ce n'était pas il y a 4 ans. C'était avant, c'était il y a 5-6 ans. Non, tu as utilisé ton joker. Et ce sera très court. Hein. Et par ailleurs, je ne suis pas professeur d'araméen, mais d'arménien. Voilà. C'est encore mieux. Merci beaucoup. C'est encore mieux. Merci. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir conclure la partie sérieuse de la soirée, mais il reste une partie un tout petit peu moins sérieuse avant d'aller pouvoir confronter les candidats au corps à corps au drink. C'est la partie un peu questions taquines. Alors ces questions taquines, je vous préviens directement, elles vous sont adressées personnellement, mais ne vous sentez pas obligé d'y répondre. Vous verrez pourquoi. Alors la première est destinée à monsieur Blondel. Ah pardon, elles ne sont pas dans l'ordre de ma fiche, excusez-moi. Ni pour ni contre, que du contraire. Êtes-vous d'accord avec ce slogan? Non. Et le comprenez-vous? Oui, bien sûr. Non, mais... Les étudiants se sentent un peu frustrés de vos réponses, apparemment. Ah bon? Pas ce soir, hein, je parle de manière générale de la campagne. Voilà Ah. pourquoi cette petite question. Vous sentez touché? Non, du tout. Merci. La question suivante va être adressée à monsieur Blondel. Et je pense qu'on pouvait lui poser la même question pour la campagne précédente. Combien de programmes avez-vous imprimés pour votre campagne? Je vous donne le chiffre exact, 800. Merci beaucoup. Ah ben voilà. Et ils sont à la sortie de l'auditoire. Hein. Ne me les laissez pas. Les étudiants aiment un peu, et c'est certainement entre eux, voilà, vous collent certaines caractéristiques, qu'elles soient... voilà, mais comme ça on a pu un peu les partager et rigoler avec vous et pas de vous. C'est là la nuance importante. Nous voilà déjà au terme de la soirée débat, donc on ne voulait pas trop lourde, je pense, en tout cas pour moi personnellement c'est passé très vite, j'espère pour vous aussi. Je tenais à remercier les candidats et les remercier sincèrement. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, ils sont venus ce soir, ils ont passé 2 heures de leur temps alors qu'ils auraient pu aller jouer Scrabble ou faire autre chose. Mais je pense que s'investir dans une campagne pour le rectorat de notre université, ce n'est pas une tâche à prendre à la légère, ce n'est pas une tâche qu'ils prennent à la légère, ça leur demande beaucoup de temps, d'énergie, de leur personne, certainement d'un investissement de leur famille. Et je pense que pour ça, on peut les applaudir encore une fois.